Bonjour tout le monde. Donc je refais cette vidéo aujourd'hui pour ceux qui ont vu ma story d'hier ont une petite idée de ce que je vais vous raconter ce matin. En ce moment, ma famille et moi on passe des moments un petit peu difficiles puisqu'on a notre grand-mère qui est hospitalisée au CHBT. Et je vais vous raconter comment les services hospitaliers tuent les Guadeloupéens. Et je pèse mes mots. Et je prends toute la responsabilité de ce que je dis. Vous savez très bien que depuis que le CHU a brûlé au mois de novembre dernier, la liste des avis d'obsèques s'est allongée de façon exponentielle. Ma grand-mère a fait un AVC ischémique le 24 mai, alors même qu'elle était au sein de l'EHPAD Manioucani à Bouillante. Le médecin de l'EHPAD a mis en place une mesure d'urgence avec un courrier adressé aux urgences du CHBT. Et dans ce courrier, il était porté qu'elle soupçonnait un AVC massif. Ma grand-mère arrive aux urgences de Basse-Terre. Elle est prise en charge. Excusez-moi, ça a coupé. Elle est prise en charge aux urgences et on nous dit, alors nous on arrive en trombe de toute urgence à Basse-Terre, on nous dit qu'elle fait une infection urinaire. On explique à mon frère que tout va bien, c'est juste une petite infection urinaire. Le vendredi, ma tante et ma cousine passent le vendredi en début d'après-midi. On leur explique aussi que c'est juste une petite infection urinaire. Moi, je repasse le vendredi soir, je vois ma grand-mère, elle finissait de dîner. Je l'aide même à finir de manger. Je lui dis, écoute, grand-mère, il faut que tu boives énormément d'eau, parce que visiblement, tu as peut-être une infection urinaire, donc il faut que tu puisses l'évacuer, donc bois de l'eau. Ma grand-mère a un fort caractère, et en fait, elle m'a engueulée, elle m'a dit, fous-moi la pépite de l'eau, hein, moi, fais pas boire de l'eau, voilà. Je me suis dit, si cababier, c'est qu'il est bien. Le lundi après-midi, on reçoit un appel. Entre-temps, le vendredi soir, elle est transférée en médecine B, à la chambre 15, toujours au CHBT, pour faire des examens complémentaires, puisqu'ils ont demandé un scanner. Et le scanner a été fait finalement, et on nous explique que non, au scanner, on voit aucun AVC. On se dit, super, il n'y a pas d'AVC, elle va s'en remettre. Le lundi après-midi, le médecin de la médecine B nous appelle, en nous disant qu'elle est dans le coma. Que s'est-il passé entre-temps, on ne sait pas. Elle est dans le coma. Le lundi, je vois le docteur de ce service. Alors, pas le chef de service, le médecin qui s'occupe des chambres 15 des chambres 17 à 10, 12 au service à la médecine B, au premier étage. Je nommerai pas son nom. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que son nom est l'homonyme d'un ancien ministre qui n'a pas fait des choses glorieuses en Nouvelle-Calédonie. Donc, faites le rapprochement. Et donc ce médecin, j'étais seule, donc moi je descends à l'hôpital d'urgence. Et là, le médecin me dit, finalement, c'est un AVC ischémique massif. Tout le côté droit est touché. Elle est paralysée du côté gauche. Elle a fait une infection pulmonaire. Et que son pronostic vital est engagé. À ce moment-là, je demande au médecin, je pleure forcément, c'est ma grand-mère, elle a 84 ans, ma grand-mère elle a été malade toute sa vie, c'est vrai, mais elle s'en est toujours sortie. À ce moment-là, je demande au médecin si on devra prendre la décision de faire en sorte qu'elle parte. Est-ce qu'on doit prendre la décision de savoir si elle mourra ou pas? Quelle est la suite? Le médecin à ce moment-là me regarde en me disant de toute façon c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Elle peut mourir d'une minute à l'autre, comme elle pourra mourir dans 1 ou 2 ou 3 semaines, on ne sait pas. Ok. Moi, je suis en contact avec le médecin de l'EHPAD, on est en contact avec le médecin traitant. Le médecin traitant nous explique que, attention, on ne peut pas dire qu'elle va mourir tout de suite. Les AVC ischémiques sont foudroyants, c'est vrai.
on a des troubles de la parole, une paralysie, etc. Mais que les résultats sont très très lents. Entre-temps, on se réunit tous dans la chambre de ma grand-mère, on discute de ce qui va se passer après. Et on se rend compte que ma grand-mère réagit à son environnement. Mais c'est pas ça le pire. Avant-hier, je suis pas allée à l'hôpital parce qu'on était excessivement, on est fatigué quoi. Donc on y retourne hier. Et là encore, on a encore un rebondissement. Alors ma grand-mère ne pouvant plus manger, elle a été branchée avec des perfusions. On lui a mis des perfusions. Donc on nous explique que c'est très difficile de la piquer, ce qui est logique. Elle a la peau très fine. Moi aussi, on ne trouve pas toujours mes veines. Mais je ne suis pas médecin, mais je sais que quand on ne trouve pas une veine sur le bras, on essaye au niveau de la tête, de la jambe ou des pieds. D'accord ? Arrivée là-bas, je vois que ma grand-mère n'a plus aucune perfusion, donc elle n'est ni alimentée, ni hydratée. Je vais voir le médecin me dit, de toute façon, c'est plus la peine de faire quoi que ce soit pour elle. Donc on a décidé, écoutez, bien, on a décidé de ne plus l'alimenter et de ne plus l'hydrater. Et tout ça a été fait sans le consentement de la famille. Donc moi je demande au médecin de la réalimenter, de la réhydrater et de lui refaire sa perfusion de glucose, parce que nous on ne s'est pas concerté, on n'a vu personne, on ne s'est pas concerté pour savoir si on la débranchait ou pas, et qu'elle n'est pas le bon Dieu et qu'elle n'a pas le droit de vie ou de mort sur la tête des gens, quoi. Voilà. Donc je lui demande expressément et avec virulence de rebrancher ma grand-mère. La dame me dit, de toute façon, votre grand-mère, elle a une atteinte cérébrale importante. Elle ne comprend pas ce que vous dites, sauf que moi, c'est ma grand-mère. Je vois bien que quand je lui parle, elle tourne la tête et elle me regarde avec des yeux désespérés. Je sais que ma grand-mère nous entend. Elle est dans le coma, mais elle nous entend. Et cette espèce de connasse, excusez-moi, parce que voilà, m'explique que ma grand-mère ne nous comprend pas, qu'elle nous entend pas. Donc voilà, et aujourd'hui, ce qui se passe au CHU, c'est grave. C'est-à-dire que les médecins aujourd'hui décident d'avoir un droit de vie ou de mort sur vous, alors même que vous êtes dans le coma. Encore un rebondissement, ma grand-mère arrive à l'hôpital, on lui perd sa carte vitale. Donc là, même si on veut la faire sortir, on ne sait même pas comment ça va se passer administrativement, parce qu'au CHBT, on perd les cartes vitales, et ça a l'air d'être tout à fait normal. En plus, on se fait engueuler par les médecins quand on demande où est la carte vitale. Je fais quelqu'un, un de mes amis passer, un ami de la famille passer à l'hôpital vers 18h pour savoir si ma grand-mère a été rebranchée. Mon frère appelle le médecin, toujours ce médecin là avec l'homonyme là du ministre. Mon frère appelle le médecin. Le médecin lui explique que non, l'ami en question lui dit, écoute, ta grand-mère n'est toujours pas rebranchée. Ta grand-mère n'est toujours pas rebranchée. Et moi, je ne connais pas ta grand-mère, mais quand je lui parle, elle tourne la tête. Ah, l'écran est noir. Mais non. Vous me voyez ou pas? Et donc, ma grand-mère n'est toujours pas rebranchée. Si vous ne me voyez pas, dites-le moi. Et si vous n'entendez pas, dites-le moi. Donc l'écran, elle est toujours pas rebranchée. On a dû faire intervenir la loi, la gendarmerie, au sein de l'hôpital pour qu'on puisse rebrancher ma grand-mère. Les gendarmes nous appellent en nous disant, écoutez, votre grand-mère n'est pas branchée. Donc on partira pas de là tant qu'on ne l'aura pas rebranchée parce que visiblement le protocole n'a pas été respecté. Voilà, donc ce matin, on a pris un avocat. Ah merci Joël. Donc on a pris un avocat, on va voir ce que l'avocat va nous dire. Mais je vous fais partager cette expérience-là parce que c'est difficile et ça me fait du bien déjà, premièrement, d'en parler. Et deuxièmement, l'heure est grave. On tue les gens en Guadeloupe. On tue les gens en Guadeloupe et on vous tue à petite dose. On profite des situations pour vous faire disparaître alors même que vous êtes faible. Voilà, donc si quelqu'un connaît quelqu'un au CHBT, moi je suis preneuse de vos conseils. Si vous avez quelqu'un à l'hôpital, faites attention, parce que les gens meurent du jour au lendemain, parce que les médecins pensent avoir un droit de vie ou de mort sur vos familles.
Le travail n'est pas fait. Les examens ne sont pas faits. Les gens viennent en Guadeloupe en mode kitesurf, quoi. Je suis désolée parce que les gens qui soignent en ce moment au CHBT, ce ne sont pas des Guadeloupéens. J'ai rien contre les gens qui viennent de l'extérieur, mais les gens, ils viennent faire du kitesurf, ils viennent faire du bateau, ils viennent au Club Med, ok? Et vous vous retrouvez dans la merde. Voilà, ma grand-mère, elle a 85 ans, mais aujourd'hui au CHBT, elle est traitée comme un animal. Et même pire qu'un animal, parce que moi, quand j'emmène mon chien chez le vétérinaire m'appelle pour me dire « Madame, on soigne votre chien, on le met en observation. Puis s'il faut l'euthanasier, on me rappelle pour me demander s'il faut euthanasier mon chien. » Aujourd'hui, en Guadeloupe, les animaux sont mieux soignés que les gens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de ce qui se passe en ce moment. Et moi, je dis franchement ce que je pense, et je l'ai toujours fait. Cette histoire de CHU, en fait, c'est une... Je le dis clairement et comme je le pense, je m'en fous. Ceux qui ne sont pas contents viendront me voir et je leur répondrai. Pour moi, c'est une forme de génocide. C'est une forme d'extermination d'une population. Les sargasses, c'est pareil. On nous extermine et on nous tue à petit feu. Le manque d'eau, c'est pareil. On nous tue et on nous extermine à petit feu. L'hôpital, c'est pareil. On détruit les gens sans chercher à savoir. On est juste des numéros. Et puis bon, si on ne rapporte pas assez à la caisse de sécurité sociale, on s'arrange pour que vous puissiez mourir rapidement. Pour que vous puissiez mourir rapidement de façon à laisser de la place à un autre malade qui lui aussi va mourir. Voilà, l'hôpital c'est un business. Vous n'êtes plus des patients, vous êtes des clients. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est de faire attention à vous. Moi, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je ne vais pas laisser cette affaire-là. Et que s'il le faut, je porterai plainte contre les services de l'État. Que je porterai plainte contre le CHBT. Et que les gens ne sont pas des animaux. Alors, et c'est pas parce que ça m'arrive à moi personnellement, j'ai d'autres échos de d'autres personnes, mais les gens ont peur de parler. Moi, j'ai pas peur de parler. Et c'est parce que ma grand-mère aussi n'a jamais eu peur de parler. Je pense que c'est je tiens ça d'elle. Elle n'a jamais eu peur de parler à qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Aujourd'hui, la seule chose qui l'empêche de parler, c'est cet AVC. Jusqu'à la dernière minute, jusqu'au vendredi 20h, ma grand-mère me parlait. Il joue tes cababiers. Voilà. Et là, mon cababier, c'est qu'elle a encore toutes ses forces mentales. Voilà. Donc, faites attention à vous. Faites attention à vos proches. Et pour les personnes qui vivent la même situation, n'ayez pas peur de parler parce qu'il faut arrêter de tout laisser, confiner et de tout cacher. Il faut parler. Voilà. Donc pour le moment, je suis calme. Je vais essayer de vous tenir informé au fur et à mesure de ce qui se passe au CHBT. Et je vous promets que la suite va être très difficile pour ces médecins parce que moi, je m'arrangerai pour que ces personnes n'exercent plus. Parce que ces gens-là sont sortis d'un ventre. Et si c'était maman yo qui t'a allé l'hôpital là, ça, Yopaté fait ça. Alors moi, je vais m'arranger pour que ces gens-là s'occupent de ma grand-mère, comme si c'était maman yo qui était couchée en lit à l'hôpital. Voilà. Donc merci beaucoup et j'espère que Divali. Ah oui, en France c'est pareil, mais même si c'est pareil, Divali, en France, il faut pas se laisser faire. Si moi je parle, si une autre personne parle, si on est 2, 3, 4, 5. Et puis ensuite 10, 20, 30 000, et puis après 100 000, 200 000 ou 300 000 à parler, eh bien ça n'arrivera plus. On sera traité comme des humains. Voilà. Donc c'est surtout dans ce sens-là que je fais cette vidéo-là, c'est pour que l'humanité revienne dans ses métiers. Si on travaille dans un hôpital, ou quand on veut s'occuper des gens, c'est parce qu'on est foncièrement humaniste. Et si l'humanisme n'est plus dans les couloirs des hôpitaux, c'est qu'on a un sacré problème. C'est qu'on n'est plus des humains. C'est qu'on n'est plus des humains. Et que même nos valeurs intrinsèques, nos valeurs guadeloupéennes sont piétinées et bafouées. C'est surtout pour ça, en fait, que je fais cette vidéo-là. Je sais très bien que ma grand-mère, elle va pas retrouver ses facultés mentales et puis que c'est la vie, qu'un jour, il faudra qu'elle s'en aille. Mais je pense pas que ma grand-mère ait envie de mourir seule dans un hôpital parce qu'elle a une famille. C'est surtout ça. Si elle meurt, il faut qu'on sache que nous, on soit préparés à son départ, que la famille soit préparée à son départ et qu'elle ne meure pas dans un hôpital froid, sans chaleur
et avec des gens qui la détestent et qui font tout pour qu'elle meure, avec des assassins autour d'elle. Parce qu'aujourd'hui, ma grand-mère est entourée d'assassins. C'est surtout pour ça. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Puis si vous pouvez faire passer le message, faites-le passer. Et surtout, je garde la pêche et je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup.